et bienvenue dans l'intro d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. Je n'ai pas été très présente ce mois de janvier, j'avais des choses à faire. Entre autres, j'étais malade, mais j'ai également beaucoup écrit, ce qui me réjouit énormément. Par conséquent, je n'ai pas beaucoup lu, je n'ai même pas terminé la palle que j'avais prévue. Voilà, donc je vous dis tout de suite, je me munis de mon bugeot, voilà, et je vous dis les livres que j'ai lus et ce que j'en ai pensé en quelques mots. J'ai commencé mon année avec Emblème, le tome 2 d'Ina Ciel, qui était une très bonne lecture. Je crois que je l'ai même plus apprécié que le premier tome parce qu'il y a des thèmes abordés qui sont très durs, qui sont même parfois encore tabous dans notre société, comme par exemple la difficulté de la maternité, de ne pas se sentir digne de son enfant ou de ne pas se sentir digne d'être mère. Enfin, il y a beaucoup de choses ici qui sont abordées de manière tellement juste, sans trop en faire. Et j'ai beaucoup aimé la plume d'Ina Ciel, déjà à la base, mais sa manière engagée aussi d'aborder la complexité des personnages. Je vous recommande cette duologie. Ensuite, j'ai lu La Veuve de Barbe Bleue de A.D. Iries, qui a été une petite déception. Alors déjà, une déception par rapport à mes attentes de la longueur du roman. Quand je l'ai reçu, je pensais que c'était un roman. Enfin, quand je l'ai commandé, je pensais que c'était un roman. Je le reçois et une novella. Ce qui a déçu mon porte-monnaie également, on va dire. Bref, n'empêche que des récits très courts peuvent être très pertinents et très bien faits. Celui-ci a tout pour lui en ce qui concerne l'ambiance, l'atmosphère gothique et un peu inquiétante de ce château que la veuve de Barbe Bleue hérite de Barbe Bleue du coup, puisqu'il est décédé. Mais il y a des non-dits qui me gênent. Il y a aussi une évolution du personnage principal qui au début m'intriguait mais qui à la fin m'a un peu déçue. Je voyais la chose aller ailleurs ou autrement, ou alors expliquer le pourquoi du comment, parce que là ça prête à une trop grande interprétation. Moi j'aime bien quand il y a quand même certains indices, et bien sûr libre à nous de choisir où ces indices nous mènent, mais n'empêche que là il n'y avait rien pour moi, rien. Ensuite j'ai lu The Reappearance of Rachel Price de Holly Jackson en anglais, qui est un thriller très intéressant. Alors pas thriller dans le sens où on est dans une histoire haletante du début à la fin, parce que moi quand je vois thriller, j'imagine des gens qui courent dans les rues ou qui attendent d'être attaqués à n'importe quel moment. Bon après peut-être que je réduis leur thriller à pas grand chose en fait, mais ce livre est très intéressant par son récit déjà, puisque il est pratiquement, je crois qu'il est tout le temps du point de vue de la fille de Rachel Price qui a disparu et réapparu, et dans ses doutes elle mène le lecteur très bien dans sa façon de penser, de douter, de questionner, et on découvre en même temps qu'elle la vérité, et je trouve que c'est tellement bien ficelé. On a du mal à un peu rentrer au départ dedans parce que ça paraît trop lent, mais c'est cette lenteur aussi dans le livre, dans la cadence, dans l'évolution du roman qui place l'ambiance et l'atmosphère, et c'est très bien fait. J'ai lu La Maison au sortilège d'Emilia Hart et je l'ai beaucoup aimé. C'est un roman, une fiction historique, mais avec
ce doute, ce petit soupçon de magie et de fantaisie qui n'est jamais vraiment confirmé, mais dont on soupçonne la présence, et je trouve ça très bien fait dans ce livre. Ensuite, il y a parfois des livres qui se passent à plusieurs générations qui m'embêtent un peu parce que certains de ces personnages me plaisent moins et du coup j'ai envie de passer au suivant. Mais ici, tous les 3 femmes de ces 3 époques différentes qui sont toutes liées entre elles par des liens de famille, mais aussi par des liens avec la nature, elles étaient toutes différentes, particulières et intéressantes à leur manière. Et c'est une histoire engagée qui pointe du doigt les inégalités hommes-femmes, toutes les choses que les femmes peuvent subir et qui ont surtout subi à des époques révolues. Mais bon, malheureusement, ce genre de choses arrive encore de nos jours. Et la résolution est absolument sublime, je veux dire, parce que les liens s'imbriquent comme un puzzle à la fin, et je trouvais l'histoire, en plus de la plume, très réussie. J'ai également lu The Atlas Paradox de Olivia Blake, qui est le tome 2 de la trilogie de Atlas 6, qui est du Dark Academia, Adult Fantasy, je sais pas comment le décrire de mieux, mais bref, je vais pas vous dire ce qui se passe dans ce 2e tome parce que si vous avez pas lu le premier, ça serait très bête. Mais c'est pas comme dans le premier. Le premier, on rentre plus facilement dedans, je pense. Celui-ci, un peu moins facilement, mais n'empêche qu'au fur et à mesure, ça évolue. Alors, au départ, j'étais quand même un peu mitigée parce que je trouvais qu'il y avait certaines scènes qui étaient vraiment pas utiles. Et le pire, c'est que cette idée, cette impression s'est prolongée sur le tome 3. Le 3e et dernier tome, qui est The Atlas Complex, que j'ai commencé à lire en janvier et que, objectivement parlant, me connaissant et mon rythme de lecture, j'aurais dû le terminer, même s'il est plus grand que The Atlas Paradox. Il fait 475 pages. Ça se lit pour moi super vite. Mais je n'arrive pas à m'intéresser au dilemme des personnages. Des personnages que j'apprécie au départ me deviennent odieux à partir de ce moment-ci. J'ai l'impression que... Enfin, c'est pas j'ai l'impression, ça m'intéresse moyennement ce qui leur arrive. Il y a des introspections qui sont beaucoup trop longues. Et l'action qui tarde à venir. Il y a beaucoup trop de questionnements qui se répètent. Parce que le questionnement en soi n'est pas mauvais, mais comme il se répète régulièrement différents points de vue des personnages, j'ai beaucoup de mal à continuer. N'empêche que je suis curieuse de voir où ça nous mène, parce que c'est quand même une histoire qui est complètement inédite et complètement différente de ce qu'on a déjà pu lire. Du coup, j'ai envie de voir et lire jusqu'à la fin, mais ça m'embête que ça me plaise à ce point moins. Oui, c'est très français ça. Ça m'embête de ne pas l'apprécier à sa juste valeur. C'est peut-être moi qui ai raté quelque chose, ou alors franchement c'est vraiment que ce livre aurait mérité d'avoir la moitié des pages. Je ne sais pas. Je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Le dernier tome de la trilogie The Atlas 6 n'était pas dans ma palle de janvier, n'empêche que je l'ai commencé à lire parce que j'avais envie de continuer par rapport au deuxième. Le livre qui était dans ma palle et que je n'ai pas terminé non plus, c'est La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben. Je l'ai annoté, j'ai marqué plein d'endroits parce que c'est un livre que je lis en tant que recherche pour l'écriture de mon roman en cours. Mais bon, comme ce n'est pas une histoire, c'est beaucoup moins rapide à lire. Et compte tenu des 2 semaines de maladie que j'ai eu, où j'ai pas réussi à lire et tout ça, ça s'explique aussi que ce livre n'ait pas été terminé. Donc je pense ce sera le premier. Lui
et The Atlas Complex seront les deux livres que j'essaierai de lire en premier pour le mois de février. On fait du coup la transition et on passe, il faut que je le trouve, à ma palle de février. Voilà. Donc, comme je disais, je vais terminer La vie secrète des arbres, The Atlas Complex aussi. J'ai commencé et déjà terminé parce que oui, nous sommes déjà le 7 février. Livre Maria de Julia Kerninon, qui est un livre que j'ai trouvé chez mes grands-parents et que j'ai emporté avec moi. Je vais probablement le leur rendre parce qu'il n'est pas à moi. Et j'avais eu envie de le lire quand je l'avais découvert chez eux parce que j'avais énormément apprécié la plume des premières pages. C'est toujours le cas le long de tout le roman. La plume est absolument magique, avec des images, des métaphores, des sentiments qui sont très bien exprimés. J'ai eu un peu de mal avec l'histoire. J'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage principal, à Liv Maria du coup, à ses décisions, à ses choix. Il y avait des choix qui me gênaient et du coup ça m'a soulagée que vers la fin elle se rende compte que c'était gênant, que c'était pas bien, alors qu'au départ, bah voilà quoi, la jeunesse. Je dis ça genre j'ai 80 ans. Bref. À un moment donné, j'ai l'impression que elle va dans le droit chemin, on va dire, ou va en tout cas sur une route qui me plaît plus, qui voilà, l'impression d'être épanouie. Et puis ça termine d'une façon, bah je sais pas, je sais pas quoi vous dire de plus. Du coup pour moi c'était un 3 étoiles. C'était pas moins parce que la plume et en soi l'histoire est bien menée, mais voilà, le personnage et cette fin, ça m'a un peu laissé sur ma faim. Ensuite dans ma palle, nous avons un premier roman auto-édité. Il s'agit de Le Roi Dragon de Lucille Chaponnet. Lucille Chaponnet qui est une autrice auto-éditée que j'admire énormément pour son travail, pour sa plume, pour la qualité de ses récits. Et même si ce livre est une romantaisie et que j'ai dit que je n'en lirai plus beaucoup, puisque c'est plus vraiment le style qui m'attire le plus, et bien comme c'est Lucille Chaponnet, je fais une exception. Bon, il y a des dragons aussi, donc voilà. Je veux terminer une saga en lisant le 2e tome de L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wallenstein, qui est un livre, enfin, je ne sais pas si celui-ci l'est aussi, mais je suppose qu'il est pareil au premier dans le sens où il y a beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion sur l'éthique, les morales, tout ça. Et franchement, ça se lit très très bien. Ça se lit très bien. C'est comme si on était dans une sorte de rêve avec beaucoup de brouillard et qu'on avance à petits pas dans le récit. Et je trouve ça très agréable à lire, même si c'est une histoire plutôt presque horrifique, on va dire. Voilà, donc l'intention de lire celui-ci. Deuxième livre auto-édité que j'ai l'intention de lire ce mois-ci, il s'agit de Loquette, tome 1 de Les Racines, de Nelly Echeta, qui eh bien, me tente beaucoup, même si je ne sais pas vraiment de quoi ça traite. Et je n'ai pas envie vraiment d'en savoir plus avant de le lire. J'avais lu la trilogie de la même autrice, Ménestrel, qui m'avait beaucoup plu par son côté philosophique et questionnement existentiel, donc je pense que je vais retrouver la même chose par ici. 5e livre de ma palle en dehors de la non-fiction, il s'agit ici de ce petit livre qui est un classique de la littérature allemande, qui est Briefe an einen jungen Dichter de Rainer Maria Rilke, qui est en français je crois Lettre à un jeune poète, quelque chose comme ça en français, voilà bref. J'ai l'intention de le lire dans le cadre de mon challenge, dans mon Bookish Hibernation Challenge, puisqu'il y a une catégorie qui est loin des sentiers battus en fait. Donc lire de l'allemand et en plus lire un classique allemand, c'est pas dans mes cordes en général. Pas que je ne le puisse pas, c'est juste que je n'y vais pas en général.
Ensuite, pour terminer, le livre de non-fiction de Mappal que j'ai choisi parce que février, Saint-Valentin, mois de l'amour, alors que franchement je ne fête pas la Saint-Valentin, mais voilà, j'ai choisi ce livre par rapport à ça. Il s'appelle Everything I Know About Love de Dolly Alderton, qui est en anglais et qui, à mon avis, traite de ce que cette jeune femme a découvert dans sa vie par rapport à l'amour, les relations amoureuses, etc. etc. Apparemment, c'est très drôle et j'ai envie de le découvrir tout simplement, même si je ne sais pas exactement de quoi ça traite. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Dites-moi si vous connaissez l'un de ces livres que j'ai lus en janvier ou que je m'apprête à lire en février. Et mettez-moi un petit cœur en emoji si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve après maintes lectures pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!